Salut les devins, c'est Saikyo. Durant ce 6 et 7 mars, et l'événement est d'ailleurs désormais terminé, s'est tenu de manière dématérialisée, online bien sûr, Covid oblige, le Dragon Ball Games Battle Hour. Un événement donc d'une douzaine d'heures qui était dédié aux jeux vidéo Dragon Ball, de tout genre et d'ailleurs un petit peu de tous horizons, que ça soit mobile, sur console et PC. Événement qui avait premièrement pour but bien de célébrer les divers jeux Dragon Ball existants et également de faire des annonces à leur sujet et des révélations concernant leur avenir en termes de DLC, de prochains contenus à venir. Et il y avait quelques rumeurs aussi qui tournaient sur le fait que potentiellement entre 1 voire jusqu'à 3 nouveaux jeux Dragon Ball mobile, console, PC allaient nous être révélés pour sortir en 2021 ou 2022. Alors l'événement est terminé, je vous propose aujourd'hui alors le récap des annonces majeures ayant été faites autour et durant cet événement-là. Cette vidéo sera divisée en deux parties très simples. La première, ce sera plutôt les réjouissements, à savoir ce qui a été concrètement annoncé concernant Dragon Ball, sa franchise de manière générale. Et deuxième partie, ça sera plutôt le côté des pleurs, le bureau des pleurs, avec soit les mauvaises nouvelles, parce que malheureusement il y en a, ou avec les non-annonces, ceux qui n'ont pas été annoncés, et que les fans de Dragon Ball au travers le monde étaient en droit d'attendre. Alors première chose concernant plutôt la forme que le fond de cet événement-là, c'était relativement cool. Parce qu'on avait une application mobile, je vous avais partagé le lien dans ma vidéo d'hier, dans la description comme je vous l'avais dit. Il suffisait de s'y inscrire pour pouvoir obtenir un avatar qui ressemblait un petit peu à ce qu'on obtient dans Xenoverse 2. On pouvait donc naviguer un réel espace 3D, se rendre dans des halls, dans des salons, des choses comme ça, pour y voir les diverses publications, les diverses annonces, les diverses publicités, les divers jeux tournés, les divers trailers. Donc c'était plutôt bien foutu pour remplacer en fait une présence réelle dans un salon de convention. Ça permettait malgré tout de rassembler la communauté de manière assez drôle et fun. Nous avions également l'opening de cet événement que vous voyez tourner sous vos yeux, qui n'est pas un opening de jeu vidéo. Il a été fait spécialement pour l'event, pour faire la promotion de ce moment en particulier de 12 heures durant lesquels ont été célébrés les divers jeux Dragon Ball. Donc c'est une animation 3D Dragon Ball nouvelle, inédite, elle n'existe dans aucun autre jeu vidéo Dragon Ball, qui est assez cool. On y voit Goku et Vegeta se confronter avec certains petits easter eggs à leur passé, qui vont jusqu'au SAJ Blue. On aimera ou on n'aimera pas le style, mais en tout cas, je voudrais quand même tout de même saluer l'effort qui a pu être apporté au fait de créer une ambiance autour de l'événement, c'est plutôt saluable. Après, il est vrai que si cet opening-là était foutu dans un vrai jeu que l'on paye 60 balles, c'est vrai que ça ferait un petit peu mal aux dents, c'est pas ce niveau-là de qualité qu'on est en droit d'attendre, clairement, avec les technologies et les talents existants aujourd'hui dans le milieu du jeu vidéo. Ensuite, au niveau de l'ambiance, c'était aussi pas mal, car durant une petite dizaine de minutes, nous avons eu un concert en live de Hironobu Kageyama. Hironobu Kageyama qui a chanté énormément de chansons que vous connaissez tous de Love Dragon Ball, comme notamment, mais vraiment il y en a beaucoup d'autres, Shala et Chala. Donc voilà, il est apparu, il a fait ces quelques chansons, c'était plutôt cool. Maintenant que l'effort de forme a été salué, surtout dans ce contexte de Covid et tout ça, ont-ils fait des efforts sur le fond? Alors concernant les annonces par rapport aux jeux vidéo existants, je vous dirais plutôt oui, car ils nous ont montré et révélé pour Dragon Ball Xenoverse 2 la révélation du Legendary Pack numéro 1. Ce Legendary Pack sera disponible le 18 mars 2021, il sera précédé le 16 mars d'une mise à jour gratuite du jeu, et à l'intérieur de ce Legendary Pack, on y retrouvera des personnages jouables comme Toppo et Paikwan, le fameux Polkwan pour les fans de la VF. On y voit que le scénario ressemble encore une fois de plus à Dragon Ball Heroes avec des altérations du temps par rapport au personnage de Fu, et un peu comme le principe du jeu habituel Dragon Ball Xenoverse le veut, Trunks, Xenotrunks se retrouvera mêlé à des batailles, à des aventures auprès de Paikwan et de Mirai Gohan pour faire face à une drôle d'armée de Janemba, de multiples Janemba, tandis que le trailer nous montre aussi que Vegeta se battra contre Toppo sous sa forme de Akaishin et ce dans l'arène du tournoi du pouvoir. Ça ne s'arrête pas là car la fameuse mise à jour gratuite du 16 mars, celle qui précède donc ce Legendary Pack numéro 1, inclura donc sans surcoût, totalement gratuitement par le biais d'un simple téléchargement, vous aurez de nouvelles figurines pour le Colisée des héros qui sont Toppo, Paikwan, Gogeta, Vegeta Super Saiyan Blue Shinka, Janemba, vous aurez également une mascotte de Janemba. Du côté des costumes, ça sera du Bardock et du Guinée version film Dragon Ball Super Broly, et il y aura quelques loading screens, des écrans de chargement également, qui seront à votre disposition, qui seront nouveaux et gratuitement ajoutés dans le jeu. Le Legendary Pack numéro 2 montre également le bout de son nez, il a été annoncé, alors on n'en sait pas énormément sur le contenu de ce dernier, bien sûr vous connaissez la communication japonaise, ils font étape par étape, ils nous font la promotion donc du pack numéro 1, de la mise à jour gratuite, on en saura plus sur le pack numéro 2 bientôt, en tout cas on sait que ce Legendary Pack numéro 2 pour Xenoverse 2 sortira durant l'automne 2021, et on peut s'attendre à ce qu'il continue de s'endiguer dans le contenu lié au tournoi du pouvoir,
qui a déjà été amorcé par le Legendary Pack numéro 1 avec Vegeta, Blushinka, Toppo, la mise en avant de l'arène du tournoi du pouvoir. Ça en est tout pour Dragon Ball Xenoverse 2. Ne vous attendez pas à des nouvelles sur Jump Force car il n'y en a pas, mais il y en a concernant Dragon Ball Z Kakarot, et ça c'est quelque chose pour lequel vous me retrouverez très sûrement en live stream sur ma chaîne YouTube pour pouvoir vous partager le nouveau contenu qui arrive dans Kakarot. Car oui, il a été annoncé, alors on se posait pas mal de questions, est-ce que ça sera le tournoi du pouvoir Dragon Ball Super, est-ce que ça sera un film Dragon Ball Z, un ancien film choisi à la sauvette? Eh bien non, on va rester dans le canon de l'histoire, et Dragon Ball Z Kakarot va se mettre aux couleurs de l'histoire de Trunks. Le troisième DLC de Dragon Ball Z Kakarot, pour les plus pointilleux, ça sera le deuxième DLC, car le premier DLC, Un nouveau pouvoir s'éveille, était composé de 2 parties, mais elles sont sorties de manière tellement espacée, la partie 1 et la partie 2, qu'on les a considérées dans nos esprits comme chacun un DLC à part entière, c'était trop long le temps d'attente entre les deux. Donc voilà, le DLC entre guillemets numéro 3, qui est plutôt le numéro 2, mais je pense que vous m'avez compris dans l'idée, c'est le tout dernier DLC du Season Pass de Dragon Ball Z Kakarot. Il est probable que ça soit le dernier Season Pass de Kakarot tout court, mais cela n'a pas été confirmé, on attendra de voir est-ce qu'il va y avoir une saison 2 du Season Pass, ou est-ce qu'ils vont stopper les frais et en arrêter là avec Kakarot pour passer à autre chose, à une suite de Kakarot, à un autre concept, et je vous tiendrai informé sur cette même chaîne YouTube. En tout cas, le prochain et dernier DLC en vue pour Dragon Ball Z Kakarot sera l'histoire de Trunks, de Mirai Trunks, avec Mirai Gohan, avec C17 et C18 dans la timeline alternative du futur de Trunks. Ça ne sera alors pas le grand spectacle comme ils ont voulu tenter parfois à tort de le faire avec Battle of Gods et Fukatsu no F, avec l'inclusion du SSJ God et du SSJ Blue, mais on va revenir plutôt sur des basiques, peut-être plus sur de l'émotion, qui sait, avec le DLC de l'histoire de Trunks. Ce DLC aura pour titre Trunks, le guerrier de l'espoir, le mot espoir étant inscrit en anglais sur la fameuse machine à voyager dans le temps de Trunks, et on a eu également un trailer qui nous a montré ces histoires-là. On y voit la tristesse devant la mort de Goku du futur, de Mirai Goku, C17 et C18 qui continuent de foutre le bordel sur Terre à cette époque-là, et Trunks et Son Gohan qui sont les derniers remparts pour potentiellement les arrêter. On ne sait pas où s'arrêtera ce DLC, potentiellement lorsque Trunks utilisera la machine à voyager dans le temps pour retourner dans le passé, sachant qu'ensuite on voit apparaître Trunks d'ores et déjà, sans aucun DLC dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot, et intervenir pour sauver Goku, donc la boucle serait bouclée. Mais bon, on sait qu'ils aiment bien bricoler autour des histoires qui existent déjà, on l'a vu avec Battle of Gods et avec Fukatsu no F, ils aiment aller au-delà du canon dans ce jeu Dragon Ball Z Kakarot, même s'ils nous avaient annoncé que ça serait un jeu extrêmement fidèle à l'histoire originale, ce qui ne l'est pas vraiment, j'ai envie de dire. Et donc attendez-vous à grand minima à pouvoir revivre l'histoire de Trunks, de Mirai Trunks face à C17 et C18, à la première fois où il a pu débloquer le Super Saiyan de niveau 1, avoir une mise en scène comme CyberConnect 2 sait le faire, et peut-être avoir quelques ajouts, quelques à côté, quelques missions secondaires comme on les connaît bien dans Dragon Ball Z Kakarot, qui pourraient venir apporter un petit peu plus de lore, canon ou pas, ce n'est pas grave, mais en tout cas qui sauront nous divertir, je l'espère de tout cœur, par rapport à ce DLC dont la date de sortie est prévue pour le début de l'été 2021, sans avoir de date précise, mais je vous tiendrai encore une fois au courant sur cette même chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux, en particulier sur Twitter où j'y suis très actif, @saikyo20, je vous y attends bien sûr là-bas avec plaisir. Pour continuer au niveau de ces news vis-à-vis de cet événement-là, 30 minutes de gameplay pour le personnage de Gogeta SSJ4 dans le jeu Dragon Ball Z Fighters. Je vous mets un lien en description pour aller voir ce gameplay de vos propres yeux si vous le souhaitez, les 30 minutes complètes. Pendant ce temps, vous l'avez remarqué, je vous diffuse quand même quelques extraits de gameplay pour que vous puissiez vous faire un petit avis. Il sera, Gogeta SSJ4, le dernier personnage du Fighters Pass numéro 3. Sa date de sortie est extrêmement proche, encore plus proche que le contenu de Xenoverse 2, car à l'heure où je vous parle, on est le 7 mars 2021, et bien sachez que le DLC de Kakarot avec Gogeta SSJ4 sortira ce 12 mars 2021, et encore plus tôt pour les possesseurs du Season Pass, à savoir ce 10 mars. Comme d'habitude au programme, tout un panel de techniques et un dramatic finish très particulier, car Gogeta SSJ4 aura un dramatic finish accompagné de quelques versions alternatives de dramatic finish face à Gogeta SSJ Blue. Ils ont pris le parti en fait de l'opposer à sa version de Dragon Ball Super. Sachez que en même temps que l'arrivée de Gogeta SSJ4, certains personnages du jeu, autres personnages que lui, vont trouver un rééquilibrage, à savoir Son Goku Ultra Instinct. On aura également Goku version GT, ce qui peut passer au SSJ4, Super Baby numéro 2, pourtant il vient fraîchement d'arriver et va être mis à jour, Beerus ou encore Majin Buu pur, le petit bout. Alors je sais que vous souhaiterez avoir encore plus de réjouissances, encore plus de belles annonces. Eh bien côté des jeux mobiles,
Pour Dragon Ball Z Dokkan Battle, franchement rien du tout, j'aurais pu le mettre dans la partie déception et non-annonce, mais bon, voilà, histoire de grouper tous les jeux ensemble, voilà, je vous dis que pour Dokkan Battle durant l'event, il n'y a rien eu. Pour Dragon Ball Legends, il y a eu un tout petit peu, vu qu'on a un Goku Black Rosé LF qui a été annoncé, une version avec la faux du personnage qu'on a pu voir dans l'animé, et on a également un Trunks accompagné de Mai qui sera intégré dans le jeu, bien sûr version Arc Goku Black animé. Ensuite, il y a eu d'autres annonces qui ont eu lieu, mais en marge de l'événement. La première, je vous l'ai transférée hier, dans la vidéo d'hier, à savoir le lancement du nouveau site international de Dragon Ball, site dont je vous avais dévoilé l'existence en avant-première. Vous vous rappelez tous désormais de l'histoire des fameux noms de domaine, on sait désormais ce qu'il s'y cache. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de la vidéo d'hier en description, comme ça vous comprendrez tout ce que le nouveau site officiel Dragon Ball Super nous réserve, également ce que le lancement de ce nouveau site signifie selon moi, et vous y serez les bienvenus en zone commentaire pour venir m'y partager bien ce que cela signifie selon vous, c'est très important. Autre information qui concerne le manga Dragon Ball Super, nous avons la couverture du tome numéro 15. Alors on en est bien loin de cela par exemple en France, mais sachez qu'au Japon, le tome numéro 15 de Dragon Ball Super sortira ce 2 avril 2021, donc dans relativement peu de temps, dans moins d'un mois, et la couverture qui nous a été partagée en piètre qualité, mais malgré tout on peut y voir relativement clairement, est extrêmement bien réalisée. C'est une des plus épiques en fait que Toyotaro aura pu nous pondre pour ce manga Dragon Ball Super. C'est vrai que son style de couverture est souvent décrié, et bien je trouve que là, Toyotaro a frappé quand même très très fort, et le posing qu'il donne au personnage de Son Goku Ultra Instinct en plein Kamehameha est assez épique, tandis que l'on ressent ce Moro bien tout à fait menaçant qui se dirige vers lui pour n'en faire qu'une seule bouchée, mais bon. Vous connaissez désormais le triste sort qui est arrivé au personnage de Moro, malgré ses évolutions de pouvoir liées à Merus ou encore bien à la Terre. Nous en arrivons alors à la deuxième étape de cette vidéo, celle des déceptions, des mauvaises nouvelles, des non-annonces. Et bien sachez déjà qu'il n'y a rien eu d'annoncé concernant la suite du manga Dragon Ball Super. Ça aurait pu, vu qu'il est en cours. Ensuite, on l'espérait un tout petit peu moins, mais c'est vrai qu'on l'avait tous dans le creux de notre tête, vont-ils parler de l'anime Dragon Ball Super? Eh bien non, ça n'a pas été le cas. Rien n'a été dit à ce sujet. Vont-ils parler alors du film qui nous a été annoncé et révélé il y a à peu près 2 ans lors de la sortie du collector de Dragon Ball Super Broly en version japonaise? Eh bien non, ils n'en ont absolument pas parlé. Alors c'est tout à fait normal, c'était un événement dédié aux jeux vidéo Dragon Ball, mais quelques mots auraient pu glisser. Malheureusement, cet espoir n'est pas devenu une réalité. Alors au final, aucune raison d'être déçu me direz-vous. Vous avez totalement raison, sauf qu'en marge de l'événement, il s'est quand même passé 2 choses assez atypiques. La première, c'est que Toei Animation a fait un tweet qu'ils ont supprimé ensuite, car ils se sont trompés. Je ne sais pas si c'est le stagiaire qui a cliqué trop vite sur sa souris qui a balancé le tweet, mais en tout cas, l'information a pu être captée, j'ai pu vous la repartager. Le fait que Toei Animation, donc pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, Toei Animation est l'entreprise qui crée l'anime Dragon Ball Super, qui anime donc le scénario que Akira Toriyama leur fournit, eh bien ils ont fait l'annonce qu'un nouveau film allait sortir, mais ce n'est pas un film Dragon Ball Super, c'est un film Gegege no Kitaro. C'est une œuvre, vous le savez, que j'apprécie énormément, je sais que certains d'entre vous l'ont en travers parce qu'elle a remplacé Dragon Ball Super en termes de diffusion japonaise, mais au final il fallait bien quelque chose pour le remplacer, tout comme Kitaro désormais est remplacé par Digimon sur la télévision japonaise, sur ce créneau horaire et sur la chaîne de télévision qui s'appelle Fuji TV, eh bien Gegege no Kitaro n'est pas mort clairement et va revenir avec un film événement qui est censé célébrer les 100 ans de l'auteur de la série. Alors c'est assez étrange et assez déroutant étant donné que la série animée à laquelle nous avons eu droit pendant 2 saisons, Gegege no Kitaro, célébrait les 50 ans de la série Gegege no Kitaro, les 50 ans de sa création, et là d'un coup on voit le logo des 100 ans d'anniversaire, on se demandait pourquoi, quel délire. Eh bien Toei Animation s'est vraiment creusé la tête et nous a sorti un vieux prétexte de son chapeau pour nous pondre un film Gegege no Kitaro. Alors personnellement, je suis assez fan de Gegege no Kitaro et clairement je me réjouirais de le regarder avec plaisir. Mais je ne peux pas vous cacher le fait que ça me fait chier et que je pense que Toei Animation a largement meilleur à faire. Et même si ces derniers mois je ne vous ai pas parlé des résultats financiers de Toei Animation, sachez que Dragon Ball est toujours numéro 1 devant toutes les autres licences Toei Animation, que ça soit One Piece, Senseiya, Digimon et j'en passe. Mais on se rend compte que Dragon Ball est en baisse et dans le rapport financier qui a été transmis aux actionnaires, Toei Animation a dit, je cite, à l'intérieur de ce rapport, que leur année fiscale, qui vient de passer, a été sauvée par Dragon Ball Super et notamment le film Dragon Ball Super Broly, et dans une moindre mesure, leur année fiscale a aussi été sauvée par One Piece et en particulier par One Piece Stampede. Alors moi je ne comprends pas, si leur année fiscale et leurs résultats financiers, leurs rentrées d'argent ont été sauvés par Dragon Ball Super et par One Piece,
pourquoi ne pas en faire plus? Et en particulier, pourquoi ne pas faire plus de Dragon Ball Super? Parce que One Piece est extrêmement bien alimenté. Je pense que les fans de One Piece ne se plaignent pas du rythme à laquelle l'anime est produit. D'ailleurs, anime qui est en belle progression visuellement, à laquelle le manga évolue, qui vient de dépasser ses 1000 chapitres et on félicite l'exploit, à laquelle les films sortent avec un stamping qui a été clairement de très haut niveau. Et les fans de One Piece ne se font pas réellement de soucis quant à l'arrivée prochaine d'un nouveau film One Piece. Ça ne les étonnerait pas. Donc il y a un bon rythme de croisière concernant cette œuvre-là, cette œuvre One Piece. Et c'est pour cela que personne n'en demande plus. Il y a même des spin-offs aussi qui sortent vis-à-vis de l'œuvre, donc vraiment on est bien servi quand on est fan de One Piece. Et ça ne sert à rien de pousser le bouchon plus loin, parce qu'après l'artistique s'y perdrait. Donc One Piece est plutôt bien en termes de rythme. Par contre Dragon Ball, il n'y a plus rien. Les seules nouveautés que nous voyons, ce sont des figurines à gogo qu'ils veulent nous vendre. Ils veulent nous vendre un Broly de face, un Broly 3/4, un Broly en position Cléopâtre sur le côté, un Broly qui regarde au ciel, un Gogeta Blue avec les cheveux mat, avec les cheveux qui brillent, qui regarde au sol, qui regarde sur le côté, qui se tient le menton. Ça ne sert à rien et ça n'apporte rien. C'était rigolo au début quand il y avait le film Dragon Ball Super Broly qui sortait, les figurines Gogeta Broly. Aujourd'hui, ça n'intéresse absolument plus personne, sauf si elles sont en promotion ou alors si vraiment il y en a une qui est épique et badass, mais sinon tout le monde s'en tape. Donc même si c'est la licence numéro 1 chez Toei Animation, il faut l'alimenter. Artistiquement parlant, scénaristiquement parlant, et l'alimenter avec l'œuvre principale et arrêter de la fourrer de produits dérivés. Parce qu'au bout d'un moment déjà, les produits dérivés ne vont pas se vendre, et arrêter d'en faire uniquement un fourre-tout à produits dérivés. Hormis le manga, en fait, qui est la seule exception concernant Dragon Ball, mais le manga n'est pas une rentrée d'argent pour Toei Animation, et n'est pas réellement dans le spectre de vision de Toei Animation. C'est pour la Shueisha plutôt, qui est la maison d'édition du manga. Également, je ne me réjouis pas de cette annonce, car Toei Animation est en train d'allouer son staff, donc ses équipes, ses employés, ses collaborateurs, comme notamment Sanda, dont je vous ai fait une interview il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous avez pu la visionner, qui travaille en tant que collaborateur animateur avec Toei Animation. Eh bien, toutes ces personnes-là talentueuses sont affiliées à des projets, que ce soit One Piece, Gegege no Kitaro maintenant, World Trigger, Digimon, Sailor Moon, et des tas de choses sans jamais pouvoir travailler sur du Dragon Ball. Donc en fait, ils ne sont pas en train de mettre Dragon Ball de côté pour mieux revenir avec Dragon Ball, ils ne sont pas en train de peaufiner le travail, ils sont en train de le laisser pourrir. L'autre chose qui fait que mes propos sont salés aussi, c'est car il y a une deuxième nouvelle qui est un petit peu relative à Gegege no Kitaro, car il y a une autre œuvre qui est liée à l'auteur de Gegege no Kitaro, donc monsieur Shigeru Mizuki, qui fêterait potentiellement ses 100 ans en 2022 s'il était toujours vivant, car oui, j'ai oublié de vous préciser qu'il était décédé en 2015, donc c'est pour ça que célébrer son anniversaire des 100 ans en 2022 me semble un petit peu anormal et me semble être réellement un prétexte pour pouvoir faire du Gegege no Kitaro. Donc le film Gegege no Kitaro sortira en 2022, mais en parallèle, on vient d'apprendre par Toei Animation encore une fois, qu'un nouvel animé est en préparation et que ça ne concerne pas l'animé Dragon Ball Super, ça concerne l'animé Akuma-kun. Akuma-kun, c'est également une œuvre par monsieur Shigeru Mizuki, et on y apprend alors que cet animé Akuma-kun va être diffusé sur la chaîne de télé sur laquelle Dragon Ball Super était diffusé, sur laquelle Gegege no Kitaro était diffusé, et sur laquelle Digimon est actuellement diffusé. Donc il est probable, ça n'est pas encore annoncé en termes de créneau horaire, que l'animé Akuma-kun remplace Digimon très prochainement. Alors d'après quelques échos que j'ai pu en avoir, cet animé Akuma-kun serait fait par Toei Animation mais pas par le staff traditionnel. Ça serait plutôt des équipes en sous-traitance, en collaboration, des contrats indépendants, du freelance, etc. Donc ça n'affecterait pas trop le staff qui travaille sur One Piece, Dragon Ball, World Trigger, Sailor Moon et tout ça. Ça serait pas réellement du staff interne à Toei en propre, mais bon, ça fait encore chier qu'ils se lancent sur une série qui ne soit pas celle qui est définitivement attendue par absolument tous les fans d'anime et de manga, et en particulier les fans de la licence Dragon Ball, et vous savez à quel point ils sont nombreux. Et ces histoires-là, je vais vous dire aussi pourquoi ça me fait beaucoup de peine, parce que lorsque l'on a relancé Dragon Ball Super avec le film DBZ Battle of Gods en 2013, et lorsque DBS est revenu en 2015 par exemple, je me suis dit qu'en plus de faire plaisir à des personnes comme moi qui l'ont connu il y a fort longtemps, Club Dorothée et tout ça, donc sur le côté nostalgique, ça pouvait aussi emmener dans le train de la hype Dragon Ball, eh bien les jeunes, les plus jeunes en tout cas que nous, ceux qui pourraient être nos petits frères, voire presque nos fils, nos filles, nos petites sœurs, vous voyez ce que je veux dire, petites nièces, petits cousins, je pense que vous avez capté le délire, ça les embarque dans cette merveilleuse aventure. Ils ont pris, clairement, ils ont adoré. Aussi bien jeunes garçons et filles, il y en a énormément qui ont accroché à Dragon Ball Super, et ça je l'ai vu grâce à ma chaîne YouTube, vous avez été nombreux à être relativement jeunes et à me dire accrocher, découvrir Dragon Ball grâce à Dragon Ball Super et avoir même rattrapé tout ce qu'il y avait auparavant. Eh bien j'ai beaucoup de peine pour vous en fait, et j'ai beaucoup de peine pour ces personnes, pour ces jeunes personnes,
parce qu'en 2018, on les a laissés tomber, avec une pseudo-promesse à moitié avouée, voire inavouée, que ça reviendrait un jour, après le tournoi du pouvoir. On a relancé la hype à un niveau absolument incroyable avec le film Dragon Ball Super Broly, et au moment de battre le fer tant qu'il était encore chaud, en ramenant la suite des histoires, car la suite des histoires existe en version manga, mais on sait tous qu'un manga est bien moins populaire qu'un animé, et ça n'a jamais été fait, on n'a jamais franchi le cap. On aurait pu s'imaginer un système de saison, d'animé saisonnier, un système de film, une fois tous les 2 ans. Non, ce n'est pas le cas. Sans nouvelles, sans aucune information. Bientôt, ces jeunes qui regardaient Dragon Ball Super et qui ont été laissés en plan, ils vont être les grands frères d'autres personnes, ils vont être les parents d'autres personnes, ils vont être dans d'autres délires dans leur vie, ils vont passer à autre chose, ils ont clairement tourné la page, et on les a laissés tomber avec Dragon Ball, ceux qui auraient pu créer en eux une passion, tout comme ça l'a créé pour moi et des personnes qui me ressemblent en termes de profil, qui ont plus ou moins mon âge et tout ça. Et même s'il y a largement bien pire comme problème sur Terre, c'est un piètre problème, je trouve ça quand même très dommage, parce que quand on touche aux passions, quand on touche au cœur des gens, ça les brise toujours un petit peu, de les laisser tomber comme ça en plan et qu'ils s'écrasent vulgairement au sol. En tout cas, c'est mon avis sur la question. On a fait le tour des annonces et des non-annonces liées à ce pseudo-événement Dragon Ball. C'était plutôt un événement par rapport aux jeux vidéo, on va pas cracher dessus, mais c'est vrai que la démarche qu'il y a eu derrière, en parallèle, qui n'est pas durant l'événement, je préfère le repréciser, de nous pondre un nouveau film Kitaro, de nous pondre un nouvel animé lié plus ou moins de creux de loin à l'univers Kitaro, en tout cas l'univers artistique de l'auteur de Kitaro, bon, c'est presque déplacé, j'ai envie de dire, de nous le balancer comme ça, ainsi à la tête, d'avoir posté ce tweet, de le supprimer, bientôt de nous le renvoyer à la gueule. Enfin bon, voilà, je trouve ça extrêmement maladroit, je trouve ça extrêmement mal pensé. En parlant de penser, eh bien pensons aussi aux doubleurs, aux comédiens de doublage, aux seiyuu de Dragon Ball. Qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Est-ce qu'ils attendent que Masako Nozawa atteigne les 157 ans pour la faire tourner du Dragon Ball Super? Enfin, je ne sais pas, ont-ils espoir qu'une dame âgée comme ça vivra jusqu'à dépasser les 300 ans? Je ne sais pas ce qu'ils attendent du côté de Dragon Ball. Elle est encore en forme à l'âge qu'elle a, elle a dépassé les 80 ans depuis quelque temps. Elle se dirige doucement et sûrement vers les 85 et puis vers les 90. On lui souhaite la plus belle et la meilleure des longévités au monde et cette dame est réellement adorable, mais on se doute tous qu'à l'approche des 90 ans, eh bien sa forme va aller qu'en décroissance. Elle ne va pas atteindre. On partage tous cette même crainte, et puis je pense que cette session de Covid qu'on est en train de vivre, ça devrait un petit peu ouvrir les yeux aussi sur le fait de ne pas trop repousser à demain les projets, de faire en sorte de sécuriser bien sûr le lieu de travail, d'amener des conditions sanitaires absolument irréprochables, et d'ailleurs je pense que c'est déjà mis en place car Madame Masako Nozawa double toujours, et elle doublera pour le film Gegege no Kitaro, elle fait du doublage. Pour l'anime Digimon en ce moment, elle fait la voix off, elle double pour Super Dragon Ball Heroes, elle va en studio pour les divers jeux Dragon Ball quand il y a des DLC comme le Gogeta et SJ4, tout ça. Donc les conditions sanitaires pour préserver cette dame avec un âge avancé sont clairement en place. Et bien bizarrement, ça n'a fait réagir personne, cette pandémie, qui a touché énormément de nos aînés, en se disant qu'on peut les perdre encore plus vite qu'on ne le croit, et qu'il faudrait peut-être alors profiter de leur présence, de leur sagesse, de leur capacité, de leur savoir, de leur talent, tant qu'ils sont encore avec nous. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et bien sûr, quand ils sont partants pour le faire, sachant que Masako Nozawa n'arrête pas de répéter qu'elle adore son métier, qu'elle veut le faire le plus longtemps possible. Eh bien, mes chers devins, je pense qu'on a fait le tour, clairement, de la question. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien. Pensez à bombarder un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche. Vous savez comment ça marche, à me rejoindre pourquoi pas sur Twitter, c'est que devin. C'est facile à trouver, je vous remercie du fond du cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.